Bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous regardez des quatre coins de la planète. Bienvenue à Paris, sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Au programme cette semaine, de la passion, de la créativité, de l'élégance. Comme chaque semaine, me direz-vous, oui, mais comme le dirait Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Sommaire. La haute joaillerie, un art noble, plus que de la coquetterie. Avec elle, il fait bon d'être dans le grand froid rencontre. Une exposition d'art dans un hôtel, ça vaut le séjour. Tout de suite, direction Place Vendôme. Le plus ancien joaillier de Paris, Mellerio di Meller, confie à une jeune créatrice canadienne, Idine, le soin de moderniser ses classiques. Une ode à la poésie, pas cucu, vous allez voir. Pour son quadrille centenaire, la dernière maison française de haute joaillerie indépendante, Mellerio di Meller, sort une collection digne de cet anniversaire. La légende raconte qu'un Mellerio aurait dénoncé un complot visant à assassiner le jeune roi Louis XIII. C'est ainsi que la plus ancienne dynastie de joailliers fut distinguée le 10 octobre 1613 par celle qui décora le palais du Louvre et créa celui du Luxembourg, Marie de Médicis. Elle est là parce que c'est le 400e anniversaire de la maison Mellerio di Meller, 1613-2013. 1613, nous avons reçu des privilèges de Marie de Médicis qui nous accorde la possibilité de faire notre métier. À l'époque, c'était pas joaillier, mais enfin c'était, on vendait du cristal taillé, des objets, fournisseurs de la reine en l'occurrence. Et donc c'est elle qui nous a accordé des privilèges et donc on peut prouver qu'en 1613, la maison était déjà en existence. Et donc nous avons voulu construire une collection, faire une collection en hommage à Marie de Médicis, qui est dans le fond notre première grande cliente royale. C'est aussi l'histoire d'une rencontre entre la maison qui cherchait un peu une idée originale, différente, et puis cette jeune femme, Edéenne, qui elle-même avait besoin aussi, je dirais, d'exister d'une manière un peu plus visible, si on peut dire. Et en fait, elle a été tout à fait passionnée par à la fois l'histoire de la maison. Elle a plongé, avec notre aide bien sûr, dans le fonds d'archives, qui est, comme vous savez, très profond, de la maison, pour essayer d'inscrire sa collection dans l'ADN, dans la tradition de la maison. Cette pièce a ceci de particulier que c'est la première que j'ai dessinée, la toute première. Parce que quand j'ai fait un résumé sur un immense carton de qui est Marie Médicis, et la relation que j'ai vue avec la femme moderne, c'est qu'elle est exactement le reflet, nous sommes le reflet de cette femme, 4 siècles plus tard, où nous nous occupons de tout, de politique, d'économie, d'éducation, d'art. Et je me suis dit, je vais encenser la femme, et plus que ça, mettre de l'émotion, c'est de traduire la main d'un homme dans le cou d'une femme, avec l'émotion que la femme ressent. C'est pour moi le geste en public qui est le plus fort, le plus puissant qu'un homme peut faire à une femme. Ne dit-on pas des grands rois qu'ils savent tenir les rênes, R-E-2-N-E-S? Alors pour la dessiner, j'ai pris 3 minutes. Et pour la réaliser, il y a plus de 4500 heures de travail. C'est un exploit joaillier. On n'a jamais fait une pièce autant articulée, avec autant de finesse, de délicatesse, avec une forme, avec aussi une contrainte qui était majeure, à savoir qu'il n'est pas fermé sur le devant. Il repose sur les épaules et il ne devait absolument pas basculer vers l'arrière. Donc il y a tout un calcul de poids d'or sur le devant pour pas qu'il bascule, mais aussi il fallait qu'il soit très très léger. On ne peut pas porter un collier qui fait 1 kilo, c'est impossible. Et si finalement c'était mieux d'avoir la corde au cou que la bague au doigt? Quand j'ai vu finalement le bijou terminé, vous avez ce petit « ah ». Oui, il y a cette émotion qui est, on est en face de quelque chose qui a vraiment une vraie valeur sentimentale, une sensibilité, une beauté qui était un peu inattendue. C'est un peu cette surprise que je trouve formidable. Ce négligé qui se pose sur le ventre, ces motifs ajourés qui laissent entrevoir la peau, des créations qui donnent le frisson. L'autre idée qu'on a eue tous ensemble, c'est de faire en sorte de faire plusieurs sous-collections. Et pas qu'une seule qui est déclinée. Parce que la femme a envie d'avoir le choix.
Et ça aussi, on est parti là-dessus, mais j'ai proposé à ce qu'il y ait une communion entre toutes les collections, et la communion passerait nécessairement par le motif. Et au niveau du motif, j'ai cherché, j'ai pris au moins 10 photos du manteau extraordinaire de Marie de Médicis lors de son couronnement, qui est couvert de fleurs de lys sur un velours bleu. Et je me suis dit, je ne peux pas faire la fleur de lys sous la forme royaliste. Je veux dire, on n'est plus aujourd'hui à cette époque d'utiliser ce motif. Et puis après, je suis tombée par hasard sur un tableau de la Renaissance avec l'archange qui annonce à la Vierge la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a un lys, mais vrai, naturel. Et derrière, par le plus curieux des hasards, quand j'ai vu la notice dessous, il était marqué que c'était le palais Médicis qui était derrière. Et j'ai fait, mais c'est pas possible, plus la Renaissance de Mellerio, c'est 400 ans, on recommence. J'ai dit, c'est la fleur naturelle. Et j'ai utilisé le lys d'un bout à l'autre, de la naissance, du bourgeon qui s'ouvre, à la fleur qui est complètement épanouie, donc qui est en volume, qui est vraiment de la sculpture, jusqu'à celle qui est très stylisée pour faire des pièces beaucoup plus accessibles. Et enfin, en haute joaillerie, cette broche qui vient sur le devant du corsage de la femme, qui est une autre invention. Jusqu'à cette dernière qui, elle, mêle l'art, la main de l'homme et la nature. Et ce bleu roi pour couronner le tout. Ce que l'on constate avec ces objets exceptionnels, c'est qu'en général, ce n'est pas les gens auxquels on pense a priori. On pourrait dire, bien sûr, ça peut intéresser un émir d'Arabie Saoudite ou de tel pays du Moyen-Orient. En fait, souvent, ce sont des collectionneurs, des gens qui tombent amoureux de cet objet, qui ont envie de l'avoir chez eux. Donc, c'est totalement imprévisible. Quand les pierres précieuses racontent l'histoire de France à tant d'occasions, l'impératrice Joséphine, la famille d'Orléans, Napoléon III, ce ne peut être que sous le signe de l'excellence. C'est un autre talent canadien qui a retenu notre attention. Mariusz Gagné. Elle nous donne une belle leçon de récupération fashionistas, de mode anti-gâchis, avec une belle conscience écologique et économique. Rencontre chez elle dans son atelier au Canada. L'esprit du Grand Nord habite Mariusz Gagné, la créatrice de Arikana, qui recycle la soie, la fourrure en produits de luxe depuis près de 15 ans. Les peaux de raton laveur, la loutre et le castor ont une durée de vie pouvant atteindre 100 ans. En les recyclant, Mariusz Gagné agit concrètement sur l'environnement en sauvant des milliers de vies animales. J'ai choisi Arikana parce que quand j'ai commencé l'aventure, à 23 ans, 22-23 ans, je me sentais pas capable de mettre mon nom Mariusz. La plupart des créateurs veulent voir leur nom, en gros, sur la création. Moi ça m'intimidait. Mariusz, ça veut dire clair soleil, c'est un nom amérindien. Donc, j'ai voulu choisir un nom qui avait une saveur un peu canadienne. Et Arikana, c'est la plus longue rivière au Québec. Mais tout mon amour pour la nature, le fait que j'ai été élevée à la campagne, que j'ai fait des voyages dans le Grand Nord, je pense que ça a fait que j'ai mieux compris que finalement, la fourrure, si c'est fait avec excès, c'est épouvantable. Mais si c'est fait de façon correcte, les 10 ratons laveurs qui ont servi à un manteau, si le manteau sert à peu près 100-150 ans, ils ont eu le temps de se reproduire beaucoup. C'est rendu des milliers de ratons laveurs. Donc, quelque part, la fourrure, même naturelle, même si moi, je pense qu'on peut que recycler pour les 100 prochaines années, est quand même plus écologique que la fausse fourrure qui est du pétrole. Les campagnes anti-fourrure, il y en avait beaucoup quand j'ai commencé. Je pense que ça a aidé à réglementer la fourrure. Donc, on fait vraiment du sur-mesure pour des gens qui ont un héritage de fourrure et qui ne veulent pas s'en débarrasser. Inspirées par l'art inuit, ces créations sont fabriquées à la main au Canada. On a plusieurs façons de s'approvisionner. On a inventé une drôle de façon de le faire. C'est qu'on troque. Comme dans le bon vieux temps, on a imprimé des dollars Arikana. Et on échange avec les gens et selon la sorte de fourrure, on leur donne plus ou moins de dollars Arikana qu'ils peuvent redépenser dans nos 3 magasins. Puis tout ce que les friperies n'ont pas vendu, ça s'en va dans des centres de tri. Donc ça, on les achète au poids. Donc on achète une très grosse quantité. On recycle de 3 à 6 000 manteaux par année. C'est beaucoup du vison. En général, même à l'époque, c'était déjà des visons d'élevage. Beaucoup des ratons laveurs, parce que justement, c'est une fourrure qui est très solide, c'est des animaux qui se reproduisent très rapidement. Le lynx, la zibeline, l'hermine, la martre,
Vraiment, je trouve de tout. Où chaque pièce qui est créée, on doit trouver d'abord la matière. Trouver le cuir, trouver la fourrure, trouver la soie. Donc, c'est extrêmement long. Donc, il y a toute une recherche de matières premières qui se fait. Après, il y a tout le nettoyage qui se fait. Et après, tout est catégorisé par quantité de fourrure et qualité de fourrure. Parce qu'en avant de mon chapeau, je veux la plus belle qualité. À l'intérieur de mon manchon, c'est pas grave si c'est une fourrure qui est un petit peu moins belle. Donc, tout doit être catégorisé parce que mon but, c'est que le produit ait l'air neuf et ait l'air luxueux à la fin. On a un petit atelier pour faire de la recherche et développement, donc pour passer à travers toutes mes idées farfelues, pour aussi faire du sur-mesure, faire des petites réparations et tester des choses. Et puis après, tous les produits, une fois qu'on sait un peu où on s'en va, on les donne à des ateliers beaucoup plus spécialisés, qui ont plus de machinerie, qui ont plus d'expérience. Mais là, on est en train de travailler, on est en train de presque finaliser la collection d'hiver. Tous les premiers prototypes ont commencé à sortir et on a la chance de collaborer avec Rossignol. On travaille déjà avec M. de Castelbajac sur ses fourrures. Et là, c'est des immenses capuchons de fourrure détachables. On a vraiment intégré tout l'univers de Rossignol qui est très, très beau, très pur, très français, avec un petit peu de côté sauvage à ricanade. J'ai imaginé une histoire d'amour entre une skieuse française, on ne sait pas laquelle encore, là, mais une championne de ski qui déciderait d'aller faire du ski extrême sur les icebergs dans le Grand Nord et qui tombera en amour avec un Inuit et qui s'échangeraient leurs vêtements. Donc l'Inuit porterait des vêtements techniques de ski et la skieuse porterait les très belles fourrures de son nouvel amoureux Inuit. Quelle belle parure que ces fourrures, ce serait fou de ne pas s'en servir comme armure en attendant les augures de la verdure. Et après la skieuse, c'est une grande élégante qui est tombée en amour avec le bel Inuit. Ben moi, c'est certain que quand je pense au luxe, je pense presque automatiquement à Hermès, parce que pour moi, c'est l'image du produit. Je dirais que c'est l'artisanat à son meilleur. Donc, les meilleurs artisans arrivent à quelque chose qu'on pourrait appeler du luxe. Donc, les plus belles coutures, les plus belles finitions, la plus belle joaillerie. Donc, c'est quelque chose qui est je dirais, le produit qui passe à travers le temps. Et pour ça, moi, c'est ma version écologique peut-être du luxe. Donc, c'est à la fois la créativité, mais tout le savoir-faire qui fait que 100 ans plus tard, ça va être encore beau. Il y avait les recettes de grand-mère et maintenant, il y a le manteau de maman en version très, très rafraîchie. Un peu d'art pour terminer ce moment privilégié, je vous emmène à Tel Aviv. Là, nous avons rencontré un collectionneur fou d'art contemporain. Mais par contre, excusez-moi, j'ai oublié de lui demander s'il avait installé ses toiles dans son hôtel ou s'il avait acheté un hôtel pour y installer les quelques centaines de toiles qu'il va nous montrer rencontre. C'est sur les rives de la Méditerranée que l'hôtel Marina Tel Aviv a ses quartiers. En plus d'offrir de luxueuses prestations, on y découvre des tours des couloirs dans les réceptions et les halls, une partie de la collection de Dov Schiff. Comme toute collection privée, la collection Schiff part de celui qui l'a constituée. J'ai commencé à collectionner alors que j'avais 18 ans. C'est l'âge auquel j'ai acheté ma première peinture, mais ces dernières 15 années, je me suis concentrée principalement à collectionner des peintures figuratives et réalistes. Et la majorité de cette collection qui est exposée dans l'hôtel a été achetée dans les 15-20 dernières années. Dans cette collection, pour le moment, il y a 260 peintures exposées dans l'hôtel. Mais la collection est bien plus grande, c'est seulement une partie de la collection qui est exposée. À ma droite, il y a une peinture de Eran Reshef, un jeune artiste israélien. Elle représente une bouteille de gaz ancienne qui était utilisée dans les maisons israéliennes dans le passé. Et dans ce travail en particulier, il y a toujours quelque chose derrière. Celui-là ressemble presque à un visage. C'est comme un portrait. Tout devient vivant dans son œuvre.
It's only for my Cela stomach, vient de for mon my estomac, heart. de mon The things cœur. that Les choses qui attract m'attirent me lorsque je when les I vois see pour them la première first fois time, sont celles que these are the j'achète. things that I buy. À la base de toute bonne collection, il y a une grande émotion. His name is Moshe Gershuni. C'est un artiste qui What s'appelle Moshe Gershuni did in this Gershuni. painting is basically paint my Ce que father's Gershuni a peint eyes. dans ce tableau, in the ce top, sont les yeux de mon père dans third le of the premier tiers du painting, and the tableau. rest of the painting is his Et own le reste est son work propre travail sans without réellement de actually, référence à mon père. basically paying tribute to my father. Il fait As I partie said, des one of the artistes prominent israéliens vivants Israeli les plus living éminents artists aujourd'hui. today. Et derrière chaque grand homme se cache une femme. Je travaille avec Dov et je le conseille concernant les achats qu'il souhaite faire. Sa collection est très vaste et comme il l'a expliqué, il se concentre sur l'art figuratif et réaliste. Nous allons ensemble à des expositions ou dans les ateliers des artistes pour voir ce qu'ils ont à offrir et choisir ce qui convient à la collection, à l'exposition de l'hôtel et aux souhaits de Dov. Nous avons décidé que cet hôtel était un très bon endroit pour montrer la collection et ainsi changer l'image de l'hôtel et le transformer en hôtel d'art. Nous travaillons là-dessus et nous allons l'accroître. Nous allons organiser d'autres événements autour de l'art dans l'hôtel afin qu'il devienne vraiment un hôtel d'art plutôt qu'un hôtel normal. La peinture qui est ici est une des peintures de la série où Marek Janaj peint des escaliers. La manière parfaite avec laquelle il capture la lumière, le nombre de détails qu'il inclut dans ses peintures, c'est magnifique à regarder. Il donne vraiment une personnalité et une sensation différente à chacune des peintures issues de cette série. Ici, on a l'entrée des escaliers d'un immeuble typique de Jérusalem. La manière dont il l'expose, c'est très beau à voir. Son usage de la couleur, de la lumière. C'est tellement simple à regarder, mais tellement difficile à accomplir. C'est une de mes œuvres préférées dans la collection présentée ici. Il suffit d'un regard pour transpercer le voile quand on a les yeux qui brillent comme des étoiles. Nous recevons des réponses extrêmement positives. Les gens sont très surpris de ce qu'ils voient. Il y a un catalogue des peintures que les gens peuvent prendre pour accompagner leur visite et les guider à travers la collection. Ils peuvent également prendre le catalogue pour chez eux comme souvenir sans avoir à l'acheter. Et les gens apprécient beaucoup cette exposition. Les clients se promènent dans l'hôtel avec le catalogue à la main. Ils regardent les peintures et les apprécient beaucoup. Cette œuvre de Nathan Pernik, un jeune artiste israélien, est le portrait d'Eva Vidal, qui est une artiste elle-même. Le portrait démontre d'abord ses compétences, mais c'est surtout que l'on voit ce qu'il ressent pour elle et les émotions qu'elle exprime. Cette peinture a gagné un prix à la National Portrait Gallery de Londres, le BP Portrait Award en 2009. Et c'est un grand honneur d'avoir ce jeune artiste Nathan Pernik parmi les artistes présentés ici. Et on ne peut que s'accorder avec Dostoïevski, l'art sauvera le monde. Nous avons inauguré cette exposition en novembre de l'année dernière et nous avons eu jusqu'à aujourd'hui plus de 3000 personnes qui ont visité l'hôtel spécialement pour voir les œuvres en groupe, avec des guides ou simplement se promenant autour des tableaux. Mais ne perdons pas le nord, au plaisir de l'esprit succèdent ceux du corps avec cette piscine sur le toit entre mer et ville.
Ça fait rêver, c'est fait pour ça. Merci de nous avoir suivis. Merci au Sofitel Paris Arc de Triomphe de nous avoir accueillis sur cette terrasse. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. En Belgique, tout le monde ou presque connaît l'histoire de Delvaux. Elle est un peu à la Belgique ce que l'histoire d'Hermès est à la France. Mais peut-être ne l'avez-vous pas encore entendue. Elle commence en 1829 avec le jeune maroquinier Charles Delvaux et a pour personnage principal le cuir, la passion de le travailler. À la fin du 19e siècle, Delvaux obtient le titre de fournisseur breveté de la cour de Belgique. Depuis, son nom est associé à un savoir-faire inimitable dont les produits sont portés par les passionnés de belle maroquinerie à New York comme à Tokyo. Alors oui, ce sont des intemporels, des sacs à main élégants aux cuirs somptueux et aux couleurs incroyables. Aujourd'hui, l'histoire continue à s'écrire, signée par de jeunes créateurs belges.